Dans la dernière période, Jean ne s'est pas exprimé. Pourtant, Jean n'a pas cessé de penser. Alors si ce que j'en pense vous intéresse, regardez ce qui suit. Ce soir du 26 novembre de notre ère, 2 débats étaient annoncés. Mais surprise, une troisième partie de l'émission portait sur le complotisme. Alors là, je me suis dit que ce serait quand même intéressant de savoir ce que pouvaient dire les invités de France 2 sur ce sujet. Alors pour commencer, voici d'abord ce qu'en pense un spécialiste de la lutte contre le complotisme. Parce que sans doute, à travers la théorie du complot, et là c'est sa fonction psychologique, de consolatrice presque, il y a l'idée qu'il suffit en fait de désigner un bouc émissaire, d'identifier le principe maléfique qui serait à l'origine de ce mal, de cette maladie, Bill Gates, l'OMS, le gouvernement, que sais-je, pour avoir l'impression de maîtriser ce qui n'est pas maîtrisable et de prendre l'ascendant là-dessus, justement. Alors je ne sais pas vous, mais moi ça m'a tout de suite sauté à l'oreille. Ce qui est dit ne me choque pas, mais je ne peux pas m'empêcher de faire une comparaison. Il y a plusieurs phénomènes qui réagissent de la même manière, qui essayent de répondre à des questions importantes par des réponses simples, voire simplistes. On a vu, par exemple, des réponses du type il y a 10 millions de chômeurs, il y a 10 millions d'immigrés, alors le chômage, les immigrés sont responsables du chômage. Bien, mais plus largement, les questions fondamentales que se pose l'humanité, eh bien, les catholiques, les musulmans, les juifs et toutes les autres religions pensent que la réponse, elle est très simple, c'est tout simplement que c'est Dieu qui a créé le monde. Ça dit aussi probablement une volonté de rationaliser quelque chose qui est irrationnel. Parce que quand on explique qu'il y a une espèce de complot autour de vous, ça rationalise d'une certaine façon quelque chose qui nous est tombé dessus et qu'on ne peut pas expliquer. Alors, la lutte contre les idées fausses, je trouve ça très bien, c'est utile et c'est sûrement nécessaire, donc je soutiens. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que d'un côté, on va essayer de démonter les idées fausses lorsqu'il s'agit par exemple, dire que Bill Gates était à la tête d'un complot. Mais par contre, l'existence de Dieu, eh bien, non seulement on a le droit d'y croire, c'est même un droit qui est mis en valeur, c'est même un droit qui est mis en valeur dans des temples subventionnés par les fonds publics, et ce sont des fake news qui sont mises en valeur par le service public, par des diffusions d'émissions de télévision qui sont dédiées à ces idées. Qu'est-ce qui fait que quand on regarde ce genre de film, ou de manière générale les thèses controversées ou complotistes sur les réseaux sociaux, parfois ça nous met en doute nous-mêmes. Alors, attention, c'est pas le doute qui est dangereux. Le doute, c'est à peu près sain quand c'est un doute raisonnable. Ce qui pose problème, c'est quand le doute devient justement irrationnel, délirant, et qu'il se transforme du coup en certitude. Parce que le complotisme, c'est avant tout une certitude. C'est le fait justement d'avoir trouvé une explication, et souvent une explication unique. Natacha a raison. Le doute, c'est le meilleur chemin pour aller vers la vérité. Dès lors que le doute disparaît derrière une certitude indémontable, alors on s'éloigne de la vérité et toute discussion devient impossible. Le doute est absolument nécessaire, particulièrement en politique, car sans doute la pensée unique est imposée par le pouvoir. La question qui me travaille, j'ai lu avec beaucoup d'attention la tribune que vous aviez donnée dans Le Monde il y a quelques jours, c'est cette séparation qu'on est en train de faire nous-mêmes sur ce plateau entre eux, entre guillemets, et nous. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me choque quelque part. C'est-à-dire qu'au fond, vous disiez dans cette tribune que quelque part, vous ne vouliez plus aujourd'hui excuser les complotistes, etc. Moi, la question n'est pas de les excuser. La question, c'est si vous décidez qu'il y a eux et nous, alors nous ne ferons plus jamais société. Là, on a une position, pardonnez-moi, que je trouve très judgmental. Je trouve qu'on est très là, entre nous, entre soi, en train de dire, voilà, ces complotistes sont comme ci, sont comme ça. Ben oui, autour de la table, là, y a-t-il quelqu'un qui soit là pour défendre ceux qu'on montre du doigt et qu'on nomme complotistes? Eh bien, je crois bien que j'en vois pas. Léa Salamé, bien sûr, se défend mal, mais elle se défend.
Pas C'est vraiment, pourquoi en fait. ils sombrent On n'est là-dedans. pas- Je ne suis pas d'accord. On n'est pas en train de juger. On essaie, au contraire, on en parle de manière dépassionnée, sans dire oh là là, c'est les méchants. Peut-être même une des questions à se poser, c'est est-ce qu'on n'est pas, c'est pas de notre faute aussi, les médias mainstream, d'avoir poussé, d'avoir sans doute été trop loin dans voilà comment on doit penser, et celui qui doute ou celui qui émet une interrogation pense mal, et donc là on le pointe du doigt. Moi je trouve que justement le débat ce soir, ce n'est pas de pointer du doigt les méchants complotistes, c'est de se demander pourquoi ce succès-là. Bon, d'accord, on ne les juge pas, mais quand même, ils sont pas là quand même pour parler d'eux et même entendre ce qu'on dit d'eux. Mais la question, si vous voulez, elle est effectivement celle-là. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a eu malgré tout un discours dominant qui a été un discours qui était, que les élites, entre guillemets, mondialisées ont partagé, qui était effectivement, au fond, le libéralisme est extraordinaire, la mondialisation, c'est du bonheur, c'est de l'enrichissement, tout va très bien, Madame la Marquise. On a connu, au fond, d'abord la crise des Gilets jaunes, qui était un premier stop, qui disait, écoutez, moi, je ne me retrouve pas là-dedans, moi, je ne vais pas mieux que ça. Et on se retrouve avec le confinement, avec le coronavirus, avec cette crise mondialisée, avec en plus un autre problème qui s'est mis là-dessus, qui est la parole politique qui a failli. C'est-à-dire qu'en plus, on a une parole politique qui a menti. Donc, si vous voulez, comment voulez-vous... Mais ça, au pardon, fond... mais c'est pas nouveau, la parole politique. Enfin, non, mais enfin, si vous voulez, tout quand temps, même... il y a eu des campagnes oui. électorales, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Non, mais c'est pas les promesses qui n'ont pas été tenues. C'est là des membres du gouvernement qui vous disent que le masque ne sert à rien. Je veux dire, pardonnez-moi, mais ce n'est pas rien en pleine crise sanitaire. À partir du moment où il y a ce mensonge initial, comment vous voulez qu'on reprenne la main, entre guillemets? Comment vous voulez qu'on fasse que la parole politique et publique soit entendue, reconnue et perçue comme véritable? Je disais, il n'y a pas de débat démocratique. Parce que pour moi, la condition sine qua non de l'acceptation d'une limitation sans précédent de nos libertés publiques, d'une mise à l'arrêt de l'économie qui n'a jamais existé, c'est comment? C'est un débat démocratique. Étienne Jarnel, puis Nathalie C'est Saint-Cré. une très très vieille histoire. C'est la haute fonction publique française explique aux gens comment il faut penser, comment il faut faire. Si vous voulez vous amuser un petit peu, vous allez lire l'arrêté du Conseil d'État qui existait sous l'Ancien Régime du 13 avril 1661 qui enjoint les membres du clergé de signer un formulaire déjà. Hein. C'était comme une accréditation, une attestation, une auto-attestation. C'était pour chasser les gens. C'est une vieille tradition française. Bon, alors là, je ne sais pas si c'était pour excuser ou atténuer le propos. Il n'est pas très politique, mais en tout cas, historiquement, c'est intéressant. Alors là, ce qui est par contre très intéressant, c'est ce qui va suivre. C'est vraiment le meilleur moment de l'émission. Je pense qu'en revanche, oui, nous, les journalistes, nous avons une responsabilité là-dedans. Quelle est-elle? Celle de ne nous parler qu'à nous-mêmes. Récemment, Peggy Sastre a sorti un certain nombre d'articles de recherche américaine qui montraient pourquoi les journalistes américains n'avaient pas vu venir Trump. Ni en 2016, ni là, sa résistance, qui était comme notoire en 2020. Et pourquoi? C'est ce qu'elle appelle des bulles de filtre. Et ils vivent dans les mêmes quartiers. Ils se parlent entre eux. Alors, il y a des chercheurs qui ont analysé les interactions sur Twitter. C'est ravageur. C'est-à-dire qu'on voit bien une petite communauté de journalistes qui se parlent à l'intérieur, mais qui ne connaissent pas et donc qui ne croisent jamais un électeur de Trump. Bon, cela, c'est quand même très intéressant. Voilà un groupe de journalistes qui discutent du complotisme sans donner la parole à ceux qu'ils accusent. Bon, alors la première chose à faire, évidemment, c'est de changer quand même le titre de l'émission. Hein, ce serait là quand même la moindre des choses. Mais en plus, ils analysent le comportement de leur propre profession, et là, sans aucune vue extérieure, sans aucune intervention de quelqu'un qui ne soit pas journaliste. C'est vraiment un grand spectacle. Les deux se répondent. Hein. Le pouvoir politique et le pouvoir médiatique sont des pouvoirs miroirs. Ils fonctionnent ensemble. Et là, pendant la crise sanitaire, on les a vus fonctionner ensemble. Et dans la presse écrite, c'était vraiment l'alignement. J'avais l'impression de lire la presse française en août 1914. Il fallait aller à la guerre. Et aller à la guerre contre la... Voilà. Tout le monde était aligné. Mais dans la presse écrite, ça a été une bérésina. L'alignement total sur la communication du gouvernement. Sauf, effectivement, sur l'affaire des masques, où là, rapidement, on a dit qu'il y a eu un mensonge. Mais depuis,
depuis, ça a totalement disparu. Prenez pas ça de façon Deuxièmement, ce qui personnelle. est assez fort dans le hold-up, au début, enfin le film hold-up, c'est qu'il montre l'incurie du gouvernement. Pas le complot, l'incurie. Et ça, l'incurie, il n'y a pas eu que dans les chaînes d'infos. Sur toutes les chaînes, on a monté les petits sons avec Olivier Véran qui dit le masque, ça sert à rien, puis qui dit mais tout vos masques. Donc ça, on a fait le boulot. Ah, donc les journalistes pensent qu'en fait, ils se sont un peu quand même comportés comme des complotistes, finalement, peut-être en disant que la vérité. Hein, voilà, alors qu'y croire. Il y a un trouble, il y a notamment de plus en plus de Français qui considèrent que quand un expert ou un supposé expert vient s'exprimer sur un plateau, eh bien, plus des 2 tiers des Français nous disent « je ne sais pas si véritablement c'est un expert ». Donc il y a un grand désarroi, une difficulté à repérer qui dit vrai ou qui affirme les choses de manière argumentée, un peu crédible ou pas. Oui, d'ailleurs, des supposés experts, on en a tout autour de la table dans cette émission, et notamment Rudi Reichtag est créateur donc d'un site qui est spécialisé sur le phénomène du complotisme. Et c'est donc normal qu'on puisse lui poser la question extrêmement facile pour lui, question qu'on aurait d'ailleurs dû poser en début d'émission, ça aurait été plus clair. Je voudrais que vous définissiez ce que c'est qu'un complotiste. Parce que là, on voit que c'est un grand sac dans lequel on met tout. On met les vrais complotistes, ceux qui pensent qu'on va se faire injecter la puce et la 5G avec le vaccin, et ceux qui disent que les journalistes sont un peu déconnectés de la réalité. D'abord, c'est pas un grand sac. Le terme rassuriste, précisément, a été inventé par charité pour pas mettre ces gens qui disaient mais il n'y a pas de problème avec cette épidémie dans le camp des complotistes, si vous voulez. C'est Donc, pour vous sauver, non. Jean Quatremer. Sinon, vous auriez été complotiste. Charité. C'était pour Absolument. trouver C'est un pour les nom dire distinguer. c'est les méchants. C'est pour les distinguer. Ensuite, rassuristes, c'est les méchants. le fameux eux et nous, d'accord, frontal que vous décriviez tout à l'heure. Moi, je crois que en grande partie, il est généré par ce complotisme que j'observe. C'est-à-dire que ce à quoi on a assisté quand même dès le mois de mars 2020, c'est à la mise en place d'une dramaturgie dans laquelle on avait le sauveur de la France, qui était le professeur Raoult, qui avait la solution, la bonne solution, que le gouvernement ne voulait pas, voulait interdire, l'hydroxychloroquine, et en face, un peuple victime d'assassins. Je veux dire, c'est Michel Onfray qui a parlé d'assassins quand même. Ça va très loin dans l'accusation et dans le délire. Je pense que, si vous voulez, le schéma manichéen dans lequel Raoult serait un démon ou dans lequel Raoult serait un sauveur était également à rejeter, si vous voulez. Oui, mais- Donc, de dire le eux et nous, dire, moi, Mais est-ce que c'est pas le j'analyse problème, les si vous complotistes me en permettez, permanence, est-ce le que eux et nous, c'est eux qui est-ce que c'est pas l'imposent. Voilà, donc pour un spécialiste, normalement, quand on demande la définition du phénomène qui est étudié, il y a une définition forcément qui doit sortir. Or, je ne sais pas si vous avez compris ce que c'était que le complotisme, mais là, j'ai pas l'impression qu'il ait répondu à la question. À moins que le complotisme, ce soit Raoult, c'est possible. Eux, nous, oui, bon, d'accord. Eux, c'est nous, c'est eux qui l'imposent. Donc, ok. Bon, ça méritait bien qu'il se fasse un peu ramasser. Tout à l'heure, quand je vous entendais, bon, comme une boutade, effectivement, dire que par charité, vous laissiez Jean Quatremer, effectivement, dans ce sas, avant le complotisme, en fait. Vous êtes juste dans le sas, Jean Quatremer. Enfin, c'est déjà bien pour vous. Ce que les rassuristes ont dit quand même, Non, comme mais contre-vérité pendant toute cette période. Ce que je Faut pas veux le dire, dire. c'est que... Il n'y en a pas eu. C'est que ce Non, que mais je veux bien dire... sûr, mais je veux dire... Non, Attendez, Isabelle Saporta d'abord. Non, mais ce que je veux dire, mais je pense qu'on se retrouvera sur ces questions-là. Ce que je veux dire, c'est que vous vous rendez bien compte que la morgue que vous utilisez pour définir les complotistes ne peut pas les faire adhérer à un autre discours que celui dans lequel ils sont enfermés. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut arrêter d'être méprisant. Parce que dans ces cas-là, c'est on pas ne ça, le fait pas mépris. faire de chemin. Alors du coup, il me vient l'idée que moi, je pourrais aussi être expert. Je pourrais dire, par exemple, que le complotisme, c'est un raisonnement qui aboutit à l'existence d'un complot. Bon, ce serait pas faux. Bon, ce serait peut-être un peu limité comme définition, mais je pourrais y ajouter que ce raisonnement, qui n'est pas d'ailleurs spécifique au complotisme, ce raisonnement eh bien, attribue une seule cause à des événements qui se succèdent sans pour autant faire la preuve de l'existence de liens entre ces événements. C'est le raisonnement sophiste. J'avais déjà souligné que croire en Dieu, par exemple, était du même type que le complotisme. Alors la conclusion du raisonnement, c'est pas le complot, ce n'est pas du complotisme, mais le raisonnement est le même. Alors on pourrait aussi s'amuser à éplucher un petit peu tous ceux qui amènent des réponses
sans forcément faire la démonstration de la cohérence de leur réponse par rapport au problème. Rudi Reichstag considère en tant qu'expert du sujet, que le complotisme est décidé, guidé, créé, développé par des mains maléfiques. Je crois que là, il n'est pas très loin d'être tombé dedans quand même. Le complotisme, ce n'est pas un symptôme de la défiance seulement, c'est aussi un agent actif de sape de la confiance qu'on peut avoir dans nos institutions générales, dans la parole scientifique et dans la parole de la presse et des médias en particulier. Donc, moi, je plaide pour qu'on cesse de trouver des excuses aux gens qui sont des cyniques et des théoriciens du complot et qui agitent ces choses-là. Alors, tous complotistes? Non, je ne crois pas. Je pense qu'on a tous besoin d'émettre des hypothèses qui sont parfois des convictions très fortes, mais en y ajoutant un petit peu de doute et en y enlevant un petit peu de certitude, nous pourrions sans doute en discuter. En attendant, tout ce que je viens de dire est justement discutable, mais ce n'est pas complètement idiot. C'est en tout cas ce que j'en pense.